Je voudrais remercier Sylvie, chef de service aux archives départementales du Val d'Oise, mais qui a entamé sa carrière au service archéologique du Val d'Oise et qui, surtout, pour cette publication publiée aux éditions Bonance, a assuré un travail tout à fait essentiel de direction éditoriale. Alors, le projet de ce livre est né en 2018, soit 40 ans après le début des fouilles de l'abbaye qui a suivi l'acquisition de cette abbaye par le conseil départemental. Ces fouilles ont duré une vingtaine d'années. Elles ont permis de préciser les techniques de construction des bâtisseurs du XIIIe siècle. Elles ont apporté des connaissances tout à fait inédites à l'époque sur les réseaux hydrauliques. C'est notamment Monique qui a fait toute la recherche sur la construction et l'évolution de ces réseaux. Elles ont précisé l'évolution des espaces monastiques et des modes de vie d'une communauté de moniales cisterciennes pendant plus d'un demi-millénaire, puisque la décision de fondation de l'abbaye a été prise en 1234 par la reine Blanche de Castille, et que le monastère a fermé ses portes en 1792. Donc, elle et ses recherches archéologiques ont relancé les recherches historiques sur l'abbaye. L'ensemble a donné lieu à 3 expositions, 2 colloques et une série de mémoires universitaires et d'articles scientifiques parus dans diverses revues ou ouvrages collectifs. Et nous nous sommes dit en 2018, alors que la vocation de l'abbaye, site d'art contemporain du département depuis 2003, s'enrichissait d'une nouvelle fonction de pépinière d'entreprise liée à l'art contemporain et au patrimoine, et que les équipes changeaient, nous nous sommes dit qu'il était important de dresser le bilan de ces recherches et de faire un livre destiné aux amateurs et amatrices du patrimoine et aux nouvelles équipes sur tout ce que nous avions appris sur l'histoire de cette abbaye. Et nous avons donc repris ce que nous savions déjà et nous avons procédé à une relecture critique de tous les ouvrages historiques écrits depuis du XVIIe siècle au XIXe siècle, c'est-à-dire avant nous. Alors, nous n'allons pas vous raconter le livre. Sachez qu'il est organisé en 3 chapitres, le Moyen-Âge, XIIIe, XIVe siècle, un âge que nous avons appelé de transition, XVe, XVIe siècle, et l'âge classique, XVIIe, XVIIIe. Chaque chapitre s'ouvre sur une photographie rapide de la chrétienté et du royaume à l'époque considérée, au début de l'époque considérée. Il chronique ensuite les abbatiats, on en compte une trentaine, certains très courts et d'autres très longs, 30 ou même 40 ans. Cette chronique, en enrichissant cette chronique de temps en temps par des articles plus thématiques, par exemple sur la dévotion mariale au Moyen-Âge, sur la mémoire des fondateurs à l'aube de la Renaissance ou sur la composition de la communauté à l'âge classique. Et chaque chapitre contient aussi une visite du monastère qui précise l'organisation des différents bâtiments et leurs fonctions, et sur une géographie funéraire, étant donné que les cimetières et les coutumes funéraires ont évolué au fil des siècles. Donc cette conférence ne va pas vous raconter tout ça. Au contraire, nous allons pointer un certain nombre de découvertes que nous avons faites à l'occasion de l'écriture de ce livre. Ce que je peux dire aussi, c'est que pour le choix iconographique, mêle des archives, où là encore le concours de Sylvie a été tout à fait essentiel. On voit beaucoup, la publication contient beaucoup de reproductions d'archives conservées à la direction des archives départementales et qui étaient quasiment inédites, enfin dont beaucoup sont inédites.
Là, vous en avez quelques exemples. Par exemple, les comptes de construction, un document très rare de 1236 à 1259 qui renseigne sur les carrières de pierre, sur la fourniture des charpentes, enfin des bois pour les charpentes, etc. Des plans et des graphiques qui ont été dressés par Monique, qui renseignent sur l'évolution des espaces, des objets ou des documents archéologiques. Là, vous avez l'exemple d'un pinacle de marbre blanc provenant d'une sépulture fouillée dans la salle du chapitre, une sépulture du XIVe. Et vous avez aussi un dessin qui reproduit l'empreinte d'une plaque tombale du XIVe siècle déplacée pour paver les cuisines du XVIIe siècle. Et l'empreinte a été laissée sur le radier. C'est une observation archéologique. Vous avez aussi, rapidement, ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour illustrer les abbatias, nous disposons, à partir du XV-XVIe siècle, des armes des abbesses reportées souvent sur des documents fonciers ou comptables, et à partir de l'extrême fin du XVIe siècle, de toute une série de portraits. L'iconographie des chapitres s'enrichit aussi de vues contemporaines des bâtiments extérieurs, intérieurs ou du parc, et de vues contemporaines d'installations d'artistes invités par l'abbaye de Maubuisson qui nous semblaient évoquer ou se rapporter au sujet traité en vis-à-vis. L'ouvrage s'ouvre en 1234, date de la décision de la reine de Blanche de Castille de fonder une abbaye cistercienne de femmes. L'ordre cistercien, qui était essentiellement masculin au XIIe siècle, depuis le début du XIIIe siècle, est de plus en plus sollicité pour intégrer des femmes. Et la décision de la reine s'inscrit dans ce mouvement. Il est alors au fait de la puissance. 1234, c'est quasiment l'achèvement de la construction de Royaumont, qui sera consacrée un an plus tard. C'est aussi l'année où la reine marie son fils avec Marguerite de Provence, et où elle échange les châtellenies qu'elle tenait en douaire dans l'Artois, qui va constituer l'apanage d'un autre de ses fils appelé Robert. Et elle échange ces châtellenies contre plusieurs villes d'Île-de-France, dont Pontoise. Alors on peut penser que elle a discuté avec les constructeurs de Royaumont, auquel la famille royale, qui est une fondation royale, auquel la famille de la reine participe activement, du meilleur site possible qui soit conforme au canon cistercien. Et celui qu'elle retient correspond tout à fait. Il se trouve à la frontière du diocèse de Paris et de l'archevêché de Rouen, dans le faubourg de Pontoise, qui est une châtellenie royale, sur la rive gauche de l'Oise, au carrefour de grandes routes. Vous voyez ici retracer la route de Paris qui mène jusqu'à Rouen, et puis le long de l'Oise, la route qui monte vers la Normandie. Il se trouve au confluent d'un petit rue appelé alors le rue d'Aulnay et de la Rivière, dans un terroir densément peuplé. Là, Monique a représenté des hameaux proches du faubourg de l'Aumône dont on a connaissance par des observations archéologiques ou des fouilles. Et à cet endroit, c'est-à-dire au confluent, la reine va négocier avec les possesseurs de 2 grands fiefs, plus une abbaye ou un prieuré de Pontoise, pour réunir un espace suffisant où construire des bâtiments monastiques. Et ajoutons aussi que l'endroit qu'elle choisit sur la rive gauche du Rue est un peu surélevé, donc à l'abri des crues, et en même temps les ressources en eau sont suffisantes pour les équipements hydrauliques indispensables, c'est-à-dire un aqueduc qui apportera l'eau potable à la fontaine du cloître, un canal qui fera tourner le moulin et évacuera les eaux usées, et se branchera sur un chapelet d'étangs qui seront construits pour Maubuisson. Présentant Maubuisson
dans différents colloques, on était venu à parler de l'enclos de l'abbaye. Et nous avions jusqu'à présent considéré que le plan de 1651 reflétait l'enclos initial du monastère. En observant ce plan, on s'aperçoit quand même, on voit très bien qu'il y a deux types de contours. L'un qui est tracé au cordeau et l'autre qui est très irrégulier autour de la ferme de l'abbaye. Si on observe si on va sur le terrain, on observe donc le mur nord des latrines qui est vous connaissez Maubuisson, là, qui est ce bâtiment-ci, qui est un mur qui est entièrement aveugle et qui s'inscrit parfaitement dans l'alignement du canal. Et en suivant, il se prolonge au-delà jusqu'au moulin, à l'ancien moulin, puis après jusqu'à la grange. Et en contrebas, le parc actuel, en fait, s'étend sur d'anciennes zones marécageuses. Donc j'ai testé un peu ce schéma pour essayer de représenter ce que pouvait être la limite nord de l'enclos du XIIIe siècle, en m'appuyant sur le ressaut qu'on observe sur le bâtiment des latrines. Ce ressaut marque en fait le fruit que marque le mur. Bon, ensuite, il part tout droit. Les petites fenêtres qu'on voit n'existaient sans doute pas. Enfin bon. Et donc, ça fait un mur d'enceinte à peu près de 3 mètres, quoi, donc, qui se poursuit jusqu'à la grange. Devant, j'ai représenté le marécage. Conclusion qu'on peut apporter, l'enclos initial se limite à la rive gauche du rue d'Aulnay. Il renferme la cour, les bâtiments claustraux, le cimetière Saint-Michel qui s'étendait autour de la chapelle Saint-Michel et la ferme. Il couvre environ 7 hectares et une quinzaine, si donc on lui adjoint le Clos du Roi. Cette conclusion est finalement confirmée par les archives, puisqu'en 1234, la reine achète au sire de Poix les 12 arpents du fief d'Aulnay. Un arpent, c'est environ un demi-hectare, donc on a là 6 hectares, où vont être construits à partir de 1236 les bâtiments claustraux et la ferme de l'abbaye. Et un peu plus tard, la reine rachète à Robert de Maubuisson son fief mitoyen qui couvre une quinzaine d'arpents et où se trouvent 2 maisons avec leur jardin, des terres, vignes, prés, fief qui sera dévolu au logis royal et à ses jardins. On constate aussi que dans la charte délivrée en 1241, Blanche de Castille fonde sur le fief d'Aulnay une abbaye de Monial appelée Notre-Dame-la-Royale. En fait, il n'est absolument pas question du nom de Maubuisson. Le nom du logis royal s'impose au début du XIVe siècle dans la formule Notre-Dame-la-Royale, dite de Maubuisson. Ce nom a excité l'imagination de quelques auteurs du XIXe siècle en leur inspirant la légende noire d'un lieu maudit et malfamé, Maubuisson, le mauvais buisson. Mais en fait, Maubuisson, ce n'est que le nom de la famille de Maubuisson. Donc on a revisité cet enclos, on l'a réduit, et on a aussi revisité les bâtiments claustraux. Les premières moniales arrivent en 1242, venant du monastère parisien de Saint-Antoine-des-Champs. L'abbatiale sera consacrée 2 ans plus tard, dédiée à la Sainte Trinité, Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste. En attendant que l'église abbatiale soit terminée, les religieuses suivaient les offices donc dans cette petite chapelle, la chapelle Saint-Michel, qui beaucoup plus tard sera appelée Saint-Nicolas.
Là, si on pénètre donc dans les bâtiments claustraux, on voit qu'elles s'organisent autour d'un grand cloître et d'un petit cloître. Autour du grand cloître, vous trouvez l'église au plus haut point sur la haute terrasse, avec tout l'ensemble des bâtiments qui s'étendent jusque vers le canal, c'est-à-dire vers la vallée, le fond de la vallée. À l'est, vous avez le bâtiment démonial, bâtiment dont il subsiste la base, le rez-de-chaussée, hein, qui est constitué donc de la sacristie, de la salle du chapitre, du parloir, dit aussi, qu'on appelle aussi auditorium, de la salle des religieuses, et à l'étage, vous avez le grand dortoir qui communique avec le bâtiment des latrines qui est à l'arrière. Vers l'église se trouve la chambre de l'abbesse et la salle du trésor. La chambre de l'abbesse donne sur l'église par une tribune qui sera vendue en 1792, c'est pour ça qu'on en a en fait la trace. Elle était à la place de l'escalier en béton qui aujourd'hui permet d'accéder au premier étage de Maubuisson. Vous avez donc toujours autour de ce cloître, pas du lavabo, donc il a. Vous avez côté nord, vous avez le bâtiment du réfectoire avec l'accès au dortoir, dont vous avez encore des traces. Si vous allez à Maubuisson, vous avez des traces sur le mur. Vous avez un chauffoir, vous avez un réfectoire. En fait, tout ça, c'est un plan très très classique d'un monastère du XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, qu'il soit cistercien, enfin, voilà, c'est le plan bénédictin, on va dire le plan type bénédictin. Et côté ouest, vous avez donc le bâtiment que jusqu'à présent on a toujours appelé bâtiment du cellier, de la fouille, suite à la fouille qui avait été faite en 79 et dont je vous parlerai plus loin. Entre le réfectoire et le trouvé aussi dans les années 80, on a trouvé plusieurs murs, plusieurs fondations qui étaient médiévales et qui se reliaient donc aux petites latrines qui ont été découvertes sur le canal. Donc, nous avions là, semblablement, même sûrement, le quartier des Converses, des Sœurs Converses. Parce que, oui, je pense qu'on ne l'a toujours pas dit, il y avait deux types de religieuses de moniales à Maubuisson. Vous aviez les religieuses de chœur qui se consacraient à la prière, et vous aviez les Sœurs Converses qui se consacraient aux travaux, non pas aux travaux des champs, mais aux travaux dans l'abbaye, ou voire peut-être dans certains jardins, ça, voilà, d'une façon générale, quoi. Mais notre réflexion nous a amené aussi à définir un petit cloître. Ça, c'est un scoop, on n'en avait jamais parlé jusqu'à présent. En fait, j'ai repéré, lors des travaux dans l'abbaye en 1986, j'ai repéré le long du bâtiment des latrines et le long de l'infirmerie qui avait disparu, des traces de radiers de carrelage médiéval. Et en fait, en regardant le bâtiment, le mur du bâtiment des latrines, on s'aperçoit aussi qu'il y a des marques d'ancrage d'une charpente, et donc sans doute là la trace de galerie donc d'un petit cloître qui desservait l'infirmerie. Et le noviciat aussi. Donc voilà. Donc il y a un bâtiment qu'on a appelé, qui s'appelait Robberie au XVIIIe siècle. Donc j'ai gardé le nom. Bon, je ne sais pas si c'était la Robberie à l'époque, mais on peut l'imaginer. Il y a eu simplement des surveillances de chantier faites dans cette zone. Il n'y a pas eu vraiment de fouilles. Voilà, je l'ai déjà dit, quoi. C'est le quartier des Converses, voilà, qui se trouvait derrière le réfectoire. Alors, quand elle est l'ouest du grand cloître, elle est aujourd'hui beaucoup mieux connue.
Donc on avait des traces du cellier, enfin le cellier qui était semi-excavé a été en partie fouillé dans la partie nord. Hein. On a fouillé, je pense, une demi-travée à peu près. Et en reprenant les textes du XVIIe, on s'aperçoit nettement qu'il y avait ici un réfectoire qui était destiné aux hôtes et aux prêtres. À l'étage, au premier étage, s'étendait en fait le logis des hôtes, qui donc était accessible depuis la cour. Donc une vue quand même un peu différente de tout ce qu'on avait jusqu'à présent un peu raconté, quoi. Donc le bâtiment, comme je viens de vous dire, le bâtiment des hôtes était accessible de la cour, et l'organisation de cette grande cour et de la ferme n'est pas connue, sauf un pan de mur du moulin à blé qui se trouvait sur le canal, qu'on aperçoit encore dans le jardin des voisins de Maubuisson, et la grange dont la charpente est datée par dendrochronologie du XIIIe siècle. Les autres bâtiments de la ferme restent inconnus jusqu'à de prochaines fouilles peut-être. Et pour entrer donc dans cet enclos, eh bien, il fallait une porterie. Donc cette porterie est représentée sur le plan de 1651, comme vous pouvez voir. Elle se tient au milieu d'une allée bordée de murs, bordée d'arbres aussi, et elle pouvait sans doute, et même sûrement, ressembler à la porterie médiévale de l'abbaye cistercienne de Villers-Canivet qui se trouve dans le Calvados. On a le même agencement aussi à Port-Royal, près des documents d'archives. Et pour finir avec cette partie, je vous montre les différents sites funéraires de l'abbaye. Donc bien sûr, celui de l'église dont on reparlera plus loin. La salle du chapitre où se trouvaient quelques abbesses et les prieurs. Les prieurs étant des religieuses, c'est les prieurs qui secondent l'abbesse. Elles sont choisies par l'abbesse parmi les gens méritants, on va dire. Vous aviez le cimetière des religieuses qui se trouvait au chevet de l'église. Et enfin, vous aviez un enclos autour de la chapelle Saint-Michel, qui était un cimetière réservé aux laïcs qui, pour se faire enterrer à Maubuisson, donnait d'importantes fondations. Et ce cimetière a fonctionné jusqu'au XVIe siècle, au début XVIe siècle. Cette fondation royale est une des fondations que nous avions appelées de croisade dans le colloque Cîteaux et les femmes, une fondation de croisade tardive. On sait en 1244. On sait que la reine, c'est une notoriété publique, que la reine et son fils Louis IX étaient particulièrement attachés à la Terre Sainte, et particulièrement à la Terre Sainte, au royaume franc de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le contrée de Tripoli, et à l'Empire latin de Constantinople. En 1239, ils ont reçu à la cour le jeune empereur Baudouin de Courtenay, auquel Louis IX a acheté à un prix faramineux. Ça représentait plus de la moitié du revenu annuel du royaume, la couronne d'épines du Christ, et quelques morceaux de la vraie croix pour lequel il a fait construire la Sainte-Chapelle qu'il inaugurera en 1248. Entre-temps,
En 1244, donc année de la consécration de Notre-Dame-la-Royale en juin, suivi en septembre d'un chapitre général de Cîteaux qui déclare Notre-Dame-la-Royale fille spéciale, comme elle l'avait fait pour Royaumont. En décembre, le roi tombe très malade à Pontoise. On le croit à l'article de la mort. Et il se réveille et il décide de prendre la croix aux grandes dames de sa mère. Qui mourra, donc le roi partira en 1250. La reine mourra en 1252 sans le revoir. Il reviendra en 1254 et repartira en 1270. Et entre-temps, on sait qu'il était particulièrement attaché à Notre-Dame-la-Royale et qu'il essayait de persuader les veuves de ses officiers et soldats morts à la croisade de faire entrer leur fille à Vaubuisson si elle savait lire et écrire. Donc pour illustrer cet attachement, en fait, à la Terre Sainte, en révisant toute l'historiographie de Maubuisson et notamment les visites, enfin les écrits laissés par les visiteurs des XVIIe et XVIIIe siècles, nous sommes arrivés à quelque chose qui est presque, qui est vraiment nouveau, c'est à proposer une nouvelle attribution pour une gisante de pierre noire qui provient de l'abbaye, où elle a été déposée après la Révolution, elle a été déposée à la basilique royale de Saint-Denis après la Révolution et après avoir été présentée dans un simulacre de tombeau de Blanche de Castille par Alexandre Lenoir, le fondateur du musée des monuments français. Alors, cette gisante a connu plusieurs identifications. Au XVIIe siècle, on l'a attribuée à Catherine de Courtenay, qui est la dernière impératrice en titre du royaume de Constantinople, qui a disparu, repris par les Byzantins en 1261. Or, le tombeau de Catherine de Courtenay se trouvait en fait au Jacobin de Paris. Au XVIIIe siècle, un historien de l'abbaye l'a attribué à la comtesse Maud d'Artois, qui était l'arrière-petite-fille de Blanche de Castille et qui avait été inhumée dans le chœur des religieuses de Notre-Dame-la-Royale. Cette attribution a été reprise en 1970 par une conservatrice du département des sculptures du Louvre, mais elle a été contestée 10 ans plus tard par un héraldiste qui, au vu des attributs singuliers de la sculpture, une couronne de type grec, des mains gantées, un anneau à l'annulaire droit, l'a identifiée à l'impératrice Marie de Brienne, qui elle-même pourtant avait été inhumée à la basilique Saint-François d'Assise en Italie. Or, vers 1640, un visiteur de l'abbaye, François du Buisson-Osnay, a vu dans le chœur des prêtres, près de la grille du parloir des dames, parloir qui était installé dans le transept nord, une dalle de marbre noir soutenue par des piliers et portant une gisante couronnée aussi de marbre noir. Lui ne propose pas d'identification parce que les inscriptions avaient disparu. Mais 20 ans auparavant, André Duchesne, un autre visiteur, rapporte dans ses écrits que la reine, qui avait aimé et honoré sa cousine Philippe de Champagne, la fit ensevelir richement et avec grand honneur à Maubuisson. Elle voulait que sa cousine soit près d'elle, repose près d'elle, près du presbytère, par devers le dortoir, en une sépulture de pierre haute, moult riche et moult noble. Qui était cette Philippa de Champagne? C'était en fait la fille des souverains de Jérusalem, Henri II de Champagne et Isabelle d'Anjou, souverains auxquels avait succédé Marie de Montserrat, fille d'un premier mariage d'Isabelle, qui avait épousé Jean de Brienne, Philippa ayant elle-même épousé un cousin de Jean de Brienne, Érard de Brienne-Ramout. Or, son beau-frère, en troisième noces, avait épousé Bérengère de Léon, qui était elle-même la petite nièce de Blanche de Castille, et l'un et l'autre furent couronnés empereur et impératrice de l'Empire latin de Constantinople en 1231. Philippa avait deux filles entrées dans l'ordre cistercien, l'une dans un monastère du nord du royaume et l'autre qui était abbesse de Ramrupt, qui se trouve dans l'Aube en Champagne. Et ces deux fils avaient pris la croix avec Louis IX et
avait péri au début de la 7e croisade. Quand elle meurt en 1250, la reine lui fait donc ériger ce tombeau moult riche et moult noble contre la clôture du parloir des dames, 2 ans avant qu'elle-même ne soit inhumée au centre du chœur des religieuses. Vous voyez, là, Monique a représenté la tombe de la reine en rouge. Ce chœur des religieuses, cette tombe de Blanche de Castille, ces tombes inaugurent les tombes princières qui vont se succéder dans l'église Notre-Dame-la-Royale, soit dans le chœur des prêtres, soit dans le chœur des religieuses, jusqu'en 1388. On compte une douzaine de tombeaux. L'idéal de la Terre Sainte est aussi perceptible dans la suite des abbesses de l'abbaye de Maubuisson. De la première, on ne connaît pas la généalogie. On sait qu'elle a été inhumée dans la salle du chapitre au droit de la chaire abbatiale. Mais la seconde, Blanche de Brienne II, est la petite fille de Jean de Brienne, la fille d'Alphonse de Brienne, qui est mort lui aussi à la 7e croisade et qui a reçu l'honneur insigne d'être inhumé le même jour que Louis IX dans la basilique royale de Saint-Denis. Et on sait qu'elle a fondé, juste avant sa mort en 1308, la chapelle Saint-Louis, et l'a dotée notamment d'un remarquable reliquaire de cristal qui enfermait une côte du roi, et qu'elle a choisi d'être inhumée dans le parloir des dames, mais vis-à-vis du tombeau de Philippa de Champagne, sous un gisant, sur un tombeau sur lequel reposait un gisant de marbre blanc. La 3e abbesse, Isabelle de Montmorency, inaugure l'espace funéraire de la chapelle Saint-Louis qui va regrouper les sépultures abbatiales jusqu'au milieu du XVe siècle. On ne sait pas exactement où se trouvait son tombeau, mais par contre, on pense qu'une autre abbesse de Montmorency y a été inhumée au début du XVe siècle. Et en tout cas, on sait que le mur nord de la chapelle Saint-Louis s'ornait d'un enfeu aux armes des Montmorency. Vers 1670, après la réorganisation des tombeaux de l'abbatiale intervenue au milieu du XVIIe siècle, dont Estienneau, un bénédictin de Saint-Maur qui raconte l'histoire de l'abbaye, a vu la gisante d'Isabelle de Montmorency entreposée dans un coin du cloître. Or, en 1956, au moment des premières campagnes de restauration de l'abbaye, un gisant de pierre blanche a été retrouvé dans les déblais du cloître. Il a été attribué à Blanche de Brienne II, mais au vu de ces éléments, nous pensons, nous proposons une attribution plutôt à la 3e abbesse, Isabelle de Montmorency. Alors, un âge de transition, donc là on passe 50 ans, il y a eu dans la guerre de 100 ans une accalmie pendant le règne qui a commencé dans les années 1330, une accalmie sous le règne de Charles V, mais l'âge de transition commence par une série de calamités. D'une part, la chrétienté est déchirée par un grand schisme qui voit s'opposer 2 puis 3 papes. D'autre part, le royaume est affecté par la folie qui a saisi le roi Charles VI, folie qui favorise par la guerre civile qui déchire les Armagnacs et les Bourguignons, ou qui oppose les Armagnacs et les Bourguignons, par la reprise de la guerre de 100 ans et par les débuts de la monarchie franco-anglaise décidé en 1419 au traité de Troyes, signé après l'assassinat de Jean sans Peur. À Maubuisson même, cet âge est aussi très troublé. Il y a un schisme à Maubuisson en 1406 entre l'abbesse Luce de Montmorency, qui appartient au parti bourguignon, c'est-à-dire anglais, et l'abbesse... entre Luce de Montmorency, qui appartient au parti anglais, et Catherine d'Estouteville, qui, elle, est du parti français, et qui va devenir abbesse. Enfin, les deux vont s'opposer sans qu'on sache vraiment si l'une ou l'autre est vraiment abbesse, puisque le Parlement juge que c'est l'abbé de Cîteaux qui tranchera. Mais étant donné la situation du royaume, il est peu probable, ou en tout cas on n'a pas de trace d'une visite de l'abbé de Cîteaux, mais on sait qu'en 1420, Luce de Montmorency meurt et Catherine d'Estouteville
devient vraiment abbesse. Donc, c'est elle qui va avoir à traiter avec les Anglais pendant toute la guerre, qui va durer longtemps. C'est elle qui va accueillir Charles VII au moment où il va reprendre Pontoise en 1436. Je vous passe les détails. Et c'est à ce moment-là, les armées viennent camper dans le Clos du Roi, où la cour ne séjourne plus depuis le début du siècle. Et elle va accueillir aussi son cousin, Guillaume d'Estouteville, qui est légat du pape, qui est envoyé en France en 1452 pour réviser le procès de Jeanne d'Arc, prêcher la croisade contre les Turcs. Et elle meurt en 1457. Et je vous parle de cette... Je m'attarde un peu sur cette abbesse, parce que Bonic va vous en parler tout à l'heure. La reconstruction qui démarre, une fois la guerre finie, se traduit dans les archives de l'abbaye par l'apparition d'un nouveau type de document. D'une part, les inventaires des richesses de l'abbaye, qui étaient dressés normalement à chaque intronisation d'une nouvelle abbesse, mais dont nous n'avons aucune trace pendant tout le Moyen-Âge. Le premier date de 1457, mais il est très lacunaire. C'est quelques feuillets qui ont été mis en page de garde dans un registre de l'abbaye de Cîteaux conservé aux archives de Troyes, je crois. Donc le plus ancien, le premier complet date de 1463. Et là, vous voyez le type de renseignement qu'on trouve. Donc il y a une description plus ou moins précise des joyaux et reliquaires qui sont conservés dans le trésor de l'abbaye. Il y a aussi dans ce trésor, en plus des objets métalliques ou des pierres précieuses, il y a des parements d'autel et des vêtements liturgiques très richement brodés. Quelquefois apparaît le catalogue de la bibliothèque démoniale. On le voit, il y avait 226 livres en 1463, mais il n'en est pas fait mention en 1529. Et il y a aussi des renseignements précis sur l'état sur la richesse, sur le bétail, etc. Donc là, vous voyez l'évolution des troupeaux de 1463 à 1529, sachant qu'en 1529, la reconstruction des seigneuries dans un pays qui a été très dévasté et par la guerre et par les pestes récurrentes depuis 1348, tous les abbatiats suivants jusqu'en 1530 en fait se sont consacrés à la reconstruction des domaines de l'abbaye qui avaient été ravagés. Alors vers 1460, l'inventaire en 1463 donne aussi une description de l'équipement mobilier du monastère. On trouve dans le dortoir 11 lits à 2 places, 3 lits à 3 places, garnis de draps, de lin ou de chanvre et d'une couverture de laine, ce qui laisse supposer une organisation du dortoir en alcôve sur le modèle de ce qu'on peut voir aujourd'hui, de la reconstitution proposée aujourd'hui aux hospices de Beaune, par exemple. Le ciel de 2 lits de la chambre de l'abbesse, qui se trouve toujours à ce moment-là à l'extrémité du dortoir, près du transept, près de la tribune qui donne sur le transept, est en soie blanche, à 3 rideaux, et sa courte pointe, matelassée, est ouvrée à demi-losange. Et on apprend aussi que la tourière dort dans une cellule individuelle sur une simple couchette. Voilà, je vous passe le reste. Vers 1520, donc, on dispose d'un document très précieux, c'est des comptes annuels. On n'en a pas énormément, mais on a vraiment analysé celui-là. Enfin, des comptes qui font un état précis des recettes et des dépenses au cours d'une année. À cette époque, on apprend qu'il y a une trentaine de religieuses, sans qu'on puisse faire la part entre professes et converses. Une trentaine de religieuses, c'est une petite communauté. Au Moyen-Âge, on n'a pas d'idée très précise du nombre de religieuses accueillies dans l'abbaye, sauf... les papes, en 1275, ont pris une série de décrets limitant le nombre de personnes qui vivaient sur les revenus de l'abbaye à 100 personnes, mais qui n'étaient pas toutes religieuses. Et voilà. Et le second chiffre qu'on a, c'est une trentaine de religieuses en 1520.
L'encadrement ecclésiastique consiste en un prêtre confesseur qui est un moine cistercien nommé par l'abbé visiteur et secondé par les desservants des chapelles Saint-Michel et Saint-Louis. 12 servantes laïques travaillent à l'intérieur de la clôture et 15 serviteurs laïques sont employés à la ferme ou au champ. Dans le dortoir, les lits et les alcôves ont disparu. Ils ont été remplacés par 31 couches individuelles, ce qui suppose que le dortoir, l'aménagement ait été modifié et ait été modifié avec l'aménagement de cellules individuelles isolées par des cloisons. Voilà. Puis vous avez ensuite une idée de ce qu'elles ont acheté pour leur provision. Donc, dans le trésor de l'abbaye, à cette époque, donc sont conservées, entre autres, les crosses des abbesses. Passe le temps, on arrive à la Révolution, le trésor est un peu dispersé, pas tout, puisqu'il reste encore 4 pièces au musée Lambinet de Versailles. Et en 1802, le cabinet d'histoire naturelle de Versailles, le musée Lambinet n'existait pas, réceptionne parmi les objets rescapés du trésor de Maubuisson 2 crosses des 15e et 16e siècles. Elles sont assez semblables. Elles présentent toutes deux une volute de cristal ornée d'un Agnus Dei, qui est un agneau de Dieu, donc symbole de Jésus-Christ. Et frappé par leur ressemblance, le conservateur qui les réceptionne se dit elles ne doivent pas être toutes les deux de Maubuisson. Donc il colle une étiquette sur la plus ancienne, indiquant qu'elle pourrait très bien venir peut-être de Notre-Dame du Lys ou de Maubuisson. À noter qu'il n'est absolument pas question dans les inventaires de Maubuisson, donc on en a une série, 1463, 1529, 1768, etc., d'une crosse provenant de l'abbaye du Lys, qui se trouve près de Melun, qui avait été abbaye du Lys, fondée par la reine aussi Blanche de Castille d'ailleurs, d'où certainement la confusion un peu. Donc l'inventaire de 1463 décrit la crosse comme ayant une hampe faite de manchons de cristal reliés par des bagues de jaspe rouge garnies de vermeil, là, comme vous voyez sur le dessin. La hampe est reliée à la volute par un chapiteau cylindrique, finement décoré, surmonté d'une couronne de feuilles d'acanthe et de fleurs de lys. Mais surtout, ce qui nous indique l'époque, c'est que elle est flanquée, il y a certes des clochetons formant des niches, protègent les personnages costumés à la mode de la cour de Charles VII. Donc, ça nous permet d'attribuer cette magnifique crosse à l'abbesse Catherine d'Estouteville, donc qui a dirigé l'abbaye entre 1406 et 1457. La crosse a été remise en état en 1652 et utilisée lors de la bénédiction de Catherine d'Orléans, dont on parlera plus tard. Excusez-moi. La deuxième crosse est celle d'Antoinette de Dinteville, deuxième crosse conservée à Lambinet. Là, il n'y a pas de doute sur ça, sur l'abbesse qui la possédait. Enfin, qui la possédait, pas vraiment. En fait, une crosse, c'est une marque distinctive de la dignité abbatiale, et cet objet qui est transmis d'abbesse à abbesse au moment de la bénédiction. Par exemple, l'abbesse Marie Suireau, qui est intronisée en 1627, refusa de se servir d'une de ces belles crosses de cristal ou d'ivoire. Il y en a une citée en 1463. Et en signe d'humilité et de modestie, elle préféra en commander une en bois qu'on retrouve d'ailleurs dans l'inventaire de 1790-91. Donc, pour revenir à la crosse de 1520, la crosse d'Antoinette de Dinteville, donc elle apparaît dans l'inventaire de 1529. D'argent, elle est semée de chardon. Sa volute est aussi ornée d'un Agnus Dei qui brandit la croix pour vaincre le dragon dont il écrase la tête de son pied. De cette période aussi, sans doute
on note l'agrandissement, enfin, date l'agrandissement de l'enclos monastique sur les marais. Antoinette, probablement donc attestée à cette abbesse, Antoinette de Danneville, qui a présidé à la reconstruction des seigneuries et des bâtiments de l'abbaye. On sait qu'en 1417, je crois même, elle achète de la chaux pour les grosses murailles de l'enclos et pour les travaux sur les étangs qui sont à l'intérieur de l'enclos. Parce que des étangs, vous avez vu tout à l'heure sur le plan, il y en avait à l'extérieur, mais là, il est bien indiqué qu'il y a des étangs à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on suppose, on pense fortement que cet enclos monastique a été, tel qu'il est en 1651, existe alors. Un siècle plus tard, des arbres fruitiers, on sait qu'il y a des arbres fruitiers, des arbres de haute futaie qui y sont plantés, et une garenne et une fosse aménagée, une fosse à poissons sont aménagées et existent attestées vers 1630. Bon, donc on va passer à l'âge classique. Alors, l'âge classique commence avec l'avènement de Henri de Navarre sous le nom d'Henri IV, après 30 ans de guerre civile entre catholiques et protestants qui ont à nouveau ravagé le royaume et les domaines de Maubuisson. 1594, donc date du sacre du roi à Chartres, c'est aussi l'année où il nomme abbesse la sœur de sa maîtresse Gabrielle d'Estrées, Angélique d'Estrées. On sait qu'à l'époque, il y a une quarantaine de moniales à Maubuisson. L'âge classique, c'est aussi la réception tardive des décrets tridentins. Le Concile de Trente s'était réuni de 1543 à 1563 et les guerres ont retardé. Il a redéfini les dogmes de l'Église catholique et il a pris un certain nombre de décrets, notamment celui qui impose ou qui exige des femmes qu'elles respectent la clôture. Et les guerres ont retardé la réception de ces décrets qui devient vraiment effective au début du XVIIe siècle et qui suscite ce que les historiens de l'Église appellent le siècle des saints, avec l'apparition de grandes figures comme François de Sales, qui viendra à l'abbaye à la fin des années 1610, ou Saint Vincent de Paul. Il suscite dans l'ordre cistercien une dispute entre ceux qui sont partisans d'une observance mitigée au fil des siècles. La rigueur des prescriptions de l'ordre avait été de moins en moins respectée, et ceux qui sont partisans d'un retour aux origines, qu'on appelle les partisans de l'étroite observance. Et à Maubuisson, enfin à l'abbaye, il va susciter une reprise en main très nette après l'assassinat du roi en 1610. Un conflit va éclater entre l'abbesse Angélique d'Estrées et l'abbé de Cîteaux, qui va finir par la déposer, par nommer à sa place une jeune abbesse réformatrice qui s'appelle Angélique Arnaud. Il la nomme comme commissaire, elle reste 5-6 ans, et ensuite c'est une de ses disciples qui va gouverner l'abbaye pendant 20 ans, avant de repartir à Port-Royal de Paris, où elle meurt en 1659, je crois, ou à 59 ans. À cette abbesse réformatrice succède une abbesse qui va modifier totalement l'aspect de Maubuisson, Catherine d'Orléans, qui est la fille du duc de Longueville et qui entame un grand programme d'aménagement dans l'abbaye. Elle fait détruire tout le quartier des Converses, les cuisines médiévales, les latrines, tout ça. Les latrines des Converses sont détruites. Elle recompose totalement la cour d'entrée, comme vous le voyez sur le plan dressé en 1792. Elle condamne donc la porterie médiévale est condamnée. La porterie médiévale, c'est ce petit bâtiment-là qui se trouvait au bout de cette allée.
Et elle crée une nouvelle entrée qui est aujourd'hui d'ailleurs l'accès du château de Maubuisson, qui mène à Lopège. Cette nouvelle entrée donne sur une cour d'honneur, je crois, qui mesure à peu près 90 mètres. C'est vraiment une vraie cour d'honneur, quoi. La cour d'honneur s'ouvre, donne sur le logis, un nouveau logis abbatial. J'ai perdu la... Et qui est en 1, voilà. Derrière, jouxtant ce logis abbatial, un grand bâtiment va regrouper des parloirs, des chambres d'hôtes et des cellules. Et à l'arrière, de nouvelles cuisines vont être installées. C'est là, dans ces nouvelles cuisines, que l'on a retrouvé les traces donc, de dalles funéraires de religieuses qui avaient été retournées. Ce nouveau groupe de bâtiments fait que le canal médiéval est dévié, le moulin à blé hydraulique désaffecté. Et le logis abbatial, donc, c'est une invention de l'époque moderne, enfin, en tout cas à Maubuisson. Au Moyen-Âge, l'abbesse occupait une chambre à l'extrémité du dortoir, on en a parlé tout à l'heure, donc, avec sa tribune qui donnait sur le transept de l'église. Plus tard, on ne sait pas à quelle période, mais en tout cas, on sait que Angélique d'Estrées, elle, au XVIIe siècle, avait ses appartements dans l'ancienne infirmerie. Donc, une vue du logis abbatial de Catherine d'Orléans. Il est représenté sur une aquarelle au début du XIXe siècle, donc un bâtiment de 2 étages à la mansarde. Et à l'intérieur, l'abbé de Cîteaux avait autorisé l'abbesse à disposer d'une chapelle particulière près de ses appartements. On a après la description à l'intérieur un peu de ce logis, de cet hôtel, quoi, avec, grâce à l'inventaire de 1792. Donc il y avait toute une série de chambres, je crois qu'il y avait ses propres cuisines, etc. Catherine d'Orléans transforme aussi toute l'église. Après d'ailleurs Marie Suireau, qui l'avait précédée, ou qui avait installé dans le cœur des prêtres, qui avait redallé le cœur des prêtres avec les pierres tombales de la chapelle Saint-Michel. Catherine d'Orléans fait aménager un grand chœur des religieuses qui s'étale sur toute la largeur de la nef, et fait creuser un grand caveau destiné aux abbesses devant la tombe de Blanche de Castille. Et elle dégage tous les tombeaux qui encombraient la vue autour des stalles et de la chaire abbatiale. Et tous ces tombeaux sont déplacés dans l'avant-chœur, qui est la partie de l'église qui est réservée et ouverte aux hôtes et aux visiteurs. On voit aussi qu'il y a une multiplication des oratoires et des autels secondaires qui témoignent de l'évolution de la liturgie et des sensibilités religieuses. Si quelqu'un est intéressé, on a le nom de tous ces autels. Et surtout, ce qu'inaugure Catherine d'Orléans, c'est un pensionnat de jeunes filles. Et ce pensionnat de jeunes filles, elle va l'installer dans l'ancien logis des hôtes, puisqu'elle vient d'en construire un autre. Et tout le premier étage, donc au-dessus du cellier, va être aménagé pour recevoir des demoiselles dont les premières pensionnaires sont les 3 filles du prince Édouard de Bavière, qui est converti au catholicisme. La plus jeune a 4 ans, l'aînée en a 7, et on sait qu'elle va rester, l'aînée va rester 10 ans à Maubuisson. Elles ne sont pas destinées à devenir religieuses, elles seront toutes les 3 richement mariées à des princes européens.
en fait, très peu de ces jeunes filles dont on a pu suivre la trace, très peu de ces jeunes filles vont devenir religieuses. Hein. J'en ai compté 4 entre 1657 et 1709. Sur une vingtaine qui existent, enfin tout bon an, mal an, elles sont toujours une vingtaine, elles sont même jusqu'à 30 en 1775. Les pensions annuelles qui sont versées donc, par les familles varient énormément, puisque Édouard de Bavière va payer 800 livres pour chacune de ses filles, 800 livres qui représentent à peu près 27 000 € aujourd'hui. Mais en général, les sommes oscillent entre 150 et 300 livres, et qui, pour des filles de petite noblesse ou de la bourgeoisie, c'est-à-dire entre 5 000 et 10 000 € à peu près. La direction est assurée par une maîtresse des pensionnaires, secondée par des religieuses de chœur. On sait que par les livres qui ont été inventoriés en 1792, on sait qu'on leur enseignait du français, du latin, des mathématiques, de l'histoire antique, mais aussi du dessin, de la peinture, la musique, sans oublier bien sûr les exercices de dévotion. C'est à cette époque que l'enclos devient un parc d'agrément. Il va s'orner d'allées, de fontaines, d'oratoires. Vous voyez sur la photo, si vous allez à Maubuisson, vous verrez passant au-dessus du canal cet escalier qui en fait correspond à la porte verte qui a été ouverte au-dessus du canal, donc ouverte dans l'ancien rempart, dans l'ancien mur de clôture qui longeait le canal, de façon à ce que les religieuses puissent accéder au nouveau parc et à ces aménagements d'étangs, de fontaines, etc. On crée aussi, puisqu'on avait détruit le moulin médiéval sous Catherine d'Orléans, on construit un moulin à blé sur la digue et un nouvel aqueduc, etc., etc. Et notamment une route qui est aujourd'hui la rue Alexandre Prachet, ou le Mail de Maubuisson, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, et qui va séparer le Clos du Roi de l'enclos des religieuses. Et donc, on va construire un pont couvert, ce pont que vous devez tous à peu près connaître si vous êtes passé par cette rue. Après Catherine d'Orléans, lui succède Louise Hollandine de Bavière, qui est une personnalité singulière. En 1664, donc, Louis XIV vient de disperser les religieuses de Port-Royal pour crime de jansénisme, et il nomme donc une de ses cousines, d'ailleurs, qui est une princesse protestante convertie au catholicisme, à la tête de l'abbaye. Louise Hollandine est aussi la grande-tante de la princesse Palatine, la seconde épouse de Monsieur frère du roi. Elle est très, très impliquée dans la royauté française. Elle sert d'ailleurs le roi en menant une action diplomatique pour la conversion des princes allemands. Qu'elle mène cette action, elle la mène avec Madame de Brinon, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été la première directrice de l'école de Saint-Cyr avant d'être licenciée, rejetée par Madame de Maintenon. Madame de Brinon s'est retirée à Maubuisson, d'ailleurs, où elle est morte. Mais on a toute une série de dames de la cour qui viennent séjourner auprès de l'abbesse. On voit Madame de Sévigné aussi, on voit Mademoiselle de Scudéry, on voit la famille de Louise Hollandine de Bavière, sa sœur Sophie de Hanovre, etc. Madame, d'ailleurs, la Palatine vient aussi de temps en temps. Elle correspond aussi avec
avec le réformateur de la Trappe, l'abbé de Rancé, à qui elle demande, dans les années 1680, elle demande conseil pour ses religieuses. Et pour le remercier de s'être occupé, intéressé à elle, elle va lui offrir un tableau fait de ses mains qui représente Saint Bernard. Car Louise Landine de Bavière était un peintre. Elle avait, dès son enfance, elle avait appris la peinture. Et on connaît plus de 50 toiles de sa main qui sont attestées en Allemagne, en France, au Royaume-Uni aujourd'hui. La moitié se trouve dans des musées ou dans des églises, donc comme à Saint-Ouen-l'Aumône. Oui, alors sa sœur, Sophie de Hanovre, qui passait de temps en temps à Maubuisson, écrivait à Frédéric de Prusse, leur cousin: dans l'abbaye se trouvent tant de tableaux que votre chère Louise a fait que grâce à eux, on pensera toujours à elle. Son autoportrait donc, est conservé à la Société historique de Pontoise. Les grands projets ne vont pas s'arrêter donc à ces deux abbesses. Charlotte Colbert de Croissy va elle-même entamer, elle va surtout réaliser des grands travaux de restauration dans les domaines et dans le monastère, où elle va construire le dernier logis des hôtes en 1753, qui est la maison Saint-Charles, dont on aperçoit encore, donc c'est le château de Maubuisson aujourd'hui, et ce que j'ai marqué en rouge, c'est ce qu'on aperçoit encore qui subsiste donc du logis des hôtes du XVIIIe siècle. Il a été agrandi après en 1883. Donc vous voyez ce logis des hôtes à Maubuisson qui a migré de l'est du cloître, puis au XVIIe dans les bâtiments construits par Catherine d'Orléans, puis le bâtiment actuel aujourd'hui. Elle érige aussi, Charlotte Colbert de Croissy, elle érige un carcan devant l'entrée de l'abbaye, sur la petite place triangulaire qu'on voit toujours aujourd'hui, avec une croix. Et elle reconstruit le portail monumental. Donc voilà un exemple de portail de cette époque. Donc on devait avoir un portail assez semblable à Maubuisson aussi. Là, c'est le portail des Cisterciennes du Trésor. Et enfin, le trésor va encore s'enrichir d'une 5e crosse abbatiale. C'est un très gros legs que va faire son frère, qui est évêque de Montpellier, à Maubuisson, dont des objets que je cite là, des objets en or massif ou en or et en vermeil, mais qui ont disparu puisqu'ils ont été portés en 1792 à la Monnaie de Paris pour y être fondus. Enfin, dernière grande abbesse qui a des projets pour Maubuisson, c'est donc Madame de Pontevès, qui commande un nouveau cartulaire en 1772, qui est conservé ici, et qui fait lever beaucoup de plans de tous ces domaines et qui fait apposer ses armes dessus. Donc un exemple ici de ces armes sont des armes parlantes. Hein, donc vous voyez deux ponts là, voilà, des ponts pour Pontevès. Hein. Elle souhaite vraiment transformer, en faire de Maubuisson une résidence comme les châteaux qu'on peut voir à cette époque. Qui dit château dit glacière dans le parc. Et on a retrouvé d'ailleurs la clé de voûte de cette glacière qui avait été démontée en 1838, avant la construction de la ligne de chemin de fer. Elle avait été remontée à Marcouville et lors de travaux, on a découvert la clé de voûte de la glacière qui était en train d'être démolie en 2008. Le plan présenté, c'est un montage qui montre l'état du projet que Gabriel de Pontevès souhaitait installer à Maubuisson.
Elle n'a pas eu le temps de le concrétiser. Elle est morte en 1780 d'une crise d'apoplexie. Je vais vous présenter aussi quelques diagrammes, de la communauté de l'âge classique, grâce à plusieurs registres, notamment celui qui est conservé aux archives municipales de Pontoise, qui comptabilise 199 décès entre 1652 et 1791. Donc, on a l'âge de 158 religieuses de chœur, de converses et de pensionnaires. Et à partir de 1702, on a même l'emplacement de leur sépulture dans le cloître. On a donc consulté aussi des contrats de dot, des livres de compte, etc., pour arriver donc à ces diagrammes. On constate que l'âge d'entrée en religion se faisait toujours après 16 ans. La majorité des futures religieuses arrivant à peu près autour de 20 ans. En revanche, les sœurs converses, qui sont plutôt destinées aux travaux ménagers, arrivent un petit peu plus âgées. On retrouve les dots aussi. Si les sœurs converses ne versent aucune dot, les religieuses de chœur, les familles des religieuses de chœur peuvent payer jusqu'à 5 000 livres, c'est-à-dire 175 000 € d'aujourd'hui, pour pouvoir entrer à Maubuisson. Entre 1594, on a pu dresser cette courbe des effectifs, et on voit là ce qui est entouré en rouge, c'est la montée des effectifs à partir de la réforme de Marie Sureau jusqu'à la mort de Catherine d'Orléans, où là le nombre des religieuses est plus que doublé. Et je pense que c'est dû aussi au dynamisme de Catherine d'Orléans avec l'ouverture de ce pensionnat, avec toutes ces transformations dans l'abbaye. Parlons de la longévité des moniales, une longévité qui est certainement due à l'âge d'entrée tardif quand même au monastère, donc elles ont passé toute la barre des maladies infantiles. Il n'y a pas de grossesse, donc il n'y a pas de mort en couche. C'est un milieu qui est relativement protégé des épidémies, une nourriture qui est assurée, des soins aussi jusqu'à la mort. En fait, l'âge moyen au décès tourne autour de 65 ans, mais on note aussi quand même un grand nombre d'octogénaires ou de nonagénaires, voire une moniale qui va atteindre les 105 ans et qui est de la famille du docteur Fagon, qui était le docteur de Louis XIV. Les observations anthropologiques ont pu être faites sur les squelettes fouillés dans la galerie du cloître réservés aux converses, ne montrent en fait aucune carence en vitamine D, mais elles sont atteintes souvent de pathologies osseuses au niveau de l'épaule et du bassin, sans doute en rapport avec les tâches domestiques qu'elles devaient effectuer. Un embryon, donc on avait une infirmerie qui avait été rétablie, un embryon d'apothicarie qui voit le jour dans les années 1630 avec l'achat de la boutique d'un pharmacien pontoisien. Et donc on soigne la toux, la fièvre, les problèmes digestifs, les règles douloureuses, bien sûr, on a un monastère de femmes. Un chirurgien vient régulièrement effectuer les saignées. On trouve le nom de M. Duval de Pontoise, qui parfois appelle en consultation pour certains cas, certains confrères parisiens, notamment pour une religieuse de chœur à qui on conseille une cure thermale à Forges-les-Eaux. On note aussi qu'une religieuse survit une trentaine d'années après avoir été trépanée, soit suite à un accident. Mais en fait, les religieuses, bien sûr, celles qui sont âgées, souffrent comme nous de rhumatisme. Rien de nouveau sous le soleil. Moi, je voulais aussi vous parler d'une légende, j'ai presque fini, d'une légende, quelque chose qu'on appelle une légende noire sur Wikipédia. La page Wikipédia consacre un long chapitre à une soi-disant épidémie de saturnisme.
En fait, donc l'auteur s'appuie sur des analyses de plomb faites sur les eaux démoniales, inhumées dans la salle du chapitre, et elle montrera une plombémie absolument énorme. Or, si les teneurs en plomb sont bien réelles, ça n'a pas été trafiqué, les conclusions sont incorrectes par méconnaissance des données archéologiques, anthropologiques et historiques. L'erreur principale tient à ce que les sédiments contenus dans les tombes n'ont pas été analysés en comparaison avec les ossements qui ont été retirés. Or, ces sépultures ont été creusées à travers le pavement médiéval, dont les carreaux vernissés ont été rejetés dans les fosses. Ce qui fait que les oxydes qui donnaient cette belle couleur verte, jaune ou rouge d'ailleurs de ces carreaux ont migré jusqu'au squelette, parce que vu le nombre d'années, de dizaines d'années jusqu'à leur exhumation, oui, même de siècles d'ailleurs. Alors pour l'anecdote, notons quand même que les ossements qui montrent la plus forte plombémie, ce sont ceux de la prieure Marie Aubry, qui a été inhumée en 1759 à l'âge de 87 ans. Donc un décès dans le saturnisme n'est sûrement pas responsable. J'ai presque fini. La fin d'une abbaye, donc vous voyez la courbe qui a plongé, et pour atteindre en 1787 le nombre de 18 religieuses. 1787, de toute façon, l'abbaye va pas tarder à fermer, car suite au désaccord entre l'abbesse et les religieuses, les biens de l'abbaye sont mis sous séquestre et la réception de novices est interdite. 1790, les vœux monastiques sont prohibés. 92, les monastères de femmes, de toute façon, sont fermés. Les 10 dernières religieuses et les 7 sœurs converses quittent Maubuisson. Le district de Pontoise va demander la levée d'un plan pour mettre en vente le domaine, qui n'est pas vendu. Les biens mobiliers sont, eux, vendus aux enchères. Le monastère, un temps occupé par un hôpital militaire, sera démantelé en 1798. C'est la fin de Maubuisson. Je ne vous parle pas du 19e et de la résurrection au 20e. Merci bien de nous avoir entendus. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour mesdames. Vous parlez de la femme de la mère de Saint-Louis, qui est enterrée à Maubuisson, qui a été enterrée à Maubuisson, pardon. Lorsqu'il y a eu les fouilles, après la Révolution française, qu'est-ce que c'est devenu tout ça ? Alors, après la Révolution, donc en 1798, des carriers ont acheté le monastère et ont dynamité l'église. Et puis l'aile du réfectoire, l'aile du logis des hôtes, et ont démoli le premier étage de l'aile démoniale. Le logis abbatial, construit par Catherine d'Orléans, lui a été démoli plus tardivement. Jusqu'aux années 1830, il a abrité une filature de coton et il a été démoli dans la première moitié du XIXe siècle. Et ensuite, la propriété a été rachetée. Les vestiges subsistants de l'abbaye, sauf le château, qui était à ce moment-là une demeure bourgeoise, ont servi à une exploitation agricole, d'étables, de fenil, de choses comme ça. Et en 1905, la propriétaire a ouvert une tranchée dans la nef de l'église abbatiale. Il y a des articles de visiteurs archéologues qui signalent qu'on a découvert des couronnes ornées de marguerites ou de roses. Et donc on pense que ces objets peuvent être liés aux sépultures royales. Mais il n'y a pas de plan de fouille et les objets, s'ils n'ont pas disparu, se trouvent dans des collections privées dans des mains que nous ne connaissons pas. Donc, les fouilles récentes, qui ont été conduites dans les années 80, les archéologues ont procédé à des sondages dans le cœur des prêtres
et dans le transept nord de l'église, qui ont mis à jour des éléments de pavement, enfin bref, mais les sépultures royales, il n'y a pas eu de nouvelles fouilles à l'emplacement des premières sépultures royales médiévales ou des sépultures dont les tombeaux avaient été déplacés ensuite dans l'avant-chœur, comme vous l'a expliqué Monique. Mesdames, je voulais juste savoir, sur un des derniers tableaux, là, vous montriez le nombre de moniales qui se trouvaient dans l'abbaye. Voilà. Sur quel document vous avez pu dénombrer exactement le nombre de moniales? Alors, on avait eu plusieurs documents. On avait le registre des religieuses professes, là, qui a été ouvert en 1652 jusqu'en 1791. La dernière moniale meurt en 1791. Mais aussi, j'ai dépouillé des contrats de dot, j'ai dépouillé des baux, j'ai dépouillé des documents qui avaient été signés par toute l'assemblée des religieuses présentes, quoi. Et j'ai relevé tous les noms que voilà, j'ai fait des petits bâtons et j'ai d'année en année suivi l'évolution de la communauté, voilà, et ce qui a permis de dresser ces cours. En fait, on peut pas, ce type d'étude ne peut pas être mené en l'absence du le nécrologe a été partiellement reconstitué. Le nécrologe qui fait la liste, en fait, de tous les décès dont on faisait commémoration régulièrement aux messes anniversaires, a été détruit pendant la guerre de Cent Ans, partiellement reconstitué à la fin du XVIe siècle, puis à la fin du XVIIe, mais en plus, en raison du Covid, nous n'avons pas pu le consulter. Donc pour le Moyen-Âge, on a le chiffre maximum de personnes appartenant à la communauté monastique, mais comprenant non seulement les religieuses, mais aussi, enfin les religieuses professes, mais aussi les converses, mais aussi les serviteurs, qui vivent au sein de l'enclos. Et puis on a des contrats de dot, des choses comme ça. Mais on n'a pas d'effectif maximum. Alors on sait par exemple que la longévité semble elle aussi assurée, parce qu'il y a quand même des règnes d'abbesses très longs au Moyen-Âge, que l'âge d'entrée en religion est beaucoup plus précoce. On peut rentrer en religion dès 13 ans. Que l'abbaye accueille des petites filles, mais qui ne sont pas des pensionnaires, mais des filles qui sont confiées aux religieuses, auxquelles elles sont souvent apparentées, dans l'espoir, sans doute, enfin leurs parents ayant sans doute l'espoir qu'elles prendront le voile à un moment donné. Voilà, mais on peut pas. Et puis on a des éléments ponctuels, par exemple, une trentaine de religieuses en 1520, une quarantaine en 1595. Voilà. Mais on ne peut pas faire l'équivalent, un travail aussi précis, aussi précisément documenté que celui qu'a réalisé Monique pour l'âge classique. Oui, parce qu'on voit très bien quand même, vous devez voir les chiffres, quand même, au plus fort de la courbe, il y avait donc 57 moniales et il y avait plus de 20 converses, ce qui est signe d'une abbaye qui vivait bien au XVIIe siècle. Oui. Tout ce qui est un peu tout nouveau. D'abord, moi, je suis arrivée à Maubuisson en 1980, donc j'ai fouillé. J'ai été archéologue départemental, etc. Donc j'ai toujours un peu, on a fait comme disait Armel tout à l'heure, on a travaillé sur des colloques, donc on a toujours un peu travaillé sur Maubuisson. Mais là, on avait vraiment, là, depuis 2019, 2019. J'ai consacré presque tout mon temps, grâce à Internet, bien sûr, si j'ai trouvé, j'ai pu dépouiller des bouquins écrits au XVIIe siècle, parce qu'on les a en ligne, quoi. C'est vrai que j'aurais pas couru les archives à Paris ou quoi que ce soit. De toute façon, on ne pouvait pas, il y avait le Covid. Mais même, je ne l'aurais pas fait, c'était tellement... voilà, on trouve, quand on cherche bien sur Internet, on trouve des choses vraiment... Alors ça, les inventaires, on est revenu au début 2020, avec Sylvie, on avait commencé à redépouiller des archives, notamment des comptes, voilà. Et oui, conservé ici, voilà. Et puis, il y a eu le confinement, donc après, sinon, je pense qu'on aurait pu trouver d'autres choses. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel du récit historique, de la chronique des abbatiats,
s'appuie sur des éléments dont nous avions déjà connaissance, sur la relecture critique des historiens qui nous ont précédés, et puis évidemment sur toutes les recherches historiques qui ont été faites, qui ne concernent pas particulièrement Maubuisson, mais qui concernent les monastères, qui concernent l'ordre cistercien, qui concernent la situation des femmes, qui concernent certaines personnalités comme des biographies récentes de Blanche de Castille ou de la reine Jeanne d'Évreux, qui a été aussi très importante et dont le gisant d'entrailles était à Maubuisson à côté de celui de son époux Charles IV. Donc ça, c'était effectivement, ça c'était, comment dire, ce sont des choses, des informations que nous ont offertes les ressources en ligne. En revanche, ce que nous n'avons pas fait, sauf très peu au début, quand nous avons commencé, ce que nous n'avons pas fait, c'est exploiter de nouvelles archives de Maubuisson que nous espérions pouvoir exploiter pendant le temps d'écriture. Et en fait, le confinement nous l'a interdit. Alors heureusement, comme Sylvie travaille aux archives départementales, elle a fait des recherches extraordinaires qui ont permis d'enrichir l'iconographie du livre, mais elle n'avait évidemment pas le temps de repérer l'ensemble des choses. Alors, pour continuer, poursuivre ce travail sur Maubuisson, vous allez pouvoir vous servir bientôt de l'inventaire mis en ligne. Alors, l'inventaire de Maubuisson existe en version, j'allais dire, papier et toute simple, mais du coup, notre directrice Marie-Hélène Pelletier l'a repris pour la possibilité de le mettre en ligne avec un certain nombre de documents qui sont en cours de numérisation, évidemment pas l'intégralité du fond, parce que je vous passe le nombre de mètres linéaires de boîtes que nous avons qui concerne l'abbaye. Cet inventaire n'est pas tout à fait, donc repris, n'est pas tout à fait terminé. Il est enrichi aussi des connaissances historiques du travail complémentaire mené par Armelle et Monique depuis 3 ans. Ce que je peux me permettre aussi d'ajouter, c'est qu'initialement en 2018, le projet c'était de faire aussi un volume sur l'histoire de l'abbaye à partir de la Révolution française jusqu'à son achat par le département, puisqu'à ce moment-là, c'est suffisamment documenté et suffisamment proche de nous pour qu'on en connaisse l'histoire. Et donc, on n'a pas pu, du fait des confinements, du fait, en effet, en ce qui concerne ici les archives, pour moi, la possibilité aussi de plus participer et d'aider Armelle et Monique, parce qu'il y avait les confinements, déconfinements, salles de lecture ouvertes, fermées, etc. Enfin, c'était compliqué. Et on aurait aimé pouvoir justement plus creuser l'histoire de l'abbaye sur le 19e siècle, à partir du moment où il a été racheté, utilisé donc, comme le disait Armelle, comme ferme, bâtiment agricole, racheté après donc par Madame Guérin, et puis racheté par la fondation de Rothschild sur les années 1920 et encore aujourd'hui, puisque l'Opège est toujours lié. Mais on n'a pas pu aller voir dans les archives, en effet, de la fondation ou d'autres archives qui nous auraient été utiles. Et le temps nous a manqué et on aurait autrement encore attendu des années peut-être pour pouvoir sortir le 2e volume. Voilà, pour conclure.